Dans les vidéos précédentes, j'ai disséqué le système actuel, mis à jour ses ressorts, à savoir la monnaie, et surtout ce que le civisme appelle l'argent, c'est-à-dire, en simplifiant, la notion de valeur marchande. Et j'ai montré leur caractère asocial et finalement antisocial en rappelant les grands principes de l'ordre social. J'ai appelé à anéantir l'argent au nom de l'égalité et de la patrie, ou société, quoiqu'il s'agisse moins de lutter contre l'argent que pour l'égalité. C'est en effet en instaurant l'égalité, la cité, en faisant triompher la logique sociale, que l'argent et la monnaie seront de fait vaincus, balayés, éradiqués, et non en luttant directement contre eux, sans trop savoir pourquoi, et en utilisant les armes physiques et morales qu'ils fournissent. Mais comment instaurer l'égalité? Il suffit de savoir ce qu'elle est pour avoir la réponse. Il n'y a qu'une seule égalité possible, concevable et souhaitable, celle des citoyens en devoir et en droit. En devoir notamment de participer à la vie de la cité, selon ce qu'elle considère comme une participation, et en droit de profiter des bienfaits de leur cité, donc en ayant notamment le droit d'accéder librement au marché, du fait qu'ils soient citoyens. C'est au niveau de ce droit que l'argent et la monnaie interviennent, contrarient les principes et anéantissent la société. C'est aussi à ce niveau que la cité doit intervenir, en reconnaissant que le droit d'accéder au marché doit être conféré par la citoyenneté, et donc en dotant ses citoyens d'un moyen d'attester leur citoyenneté auprès des commerçants. Ce moyen, c'est la carte civique. J'ai consacré la vidéo 7 à ce sujet. Je rappelle en quelques mots son fonctionnement et ses effets. La carte civique fonctionne d'un point de vue technique comme nos actuelles cartes de crédit. Elle est strictement personnelle, sécurisée, par exemple par un système biométrique, et sert à valider les retraits faits chez les commerçants et les services rendus par les entreprises. Mais le pouvoir d'achat qu'elle confère, c'est-à-dire celui que la citoyenneté qu'elle permet d'attester confère, ne dépend pas d'unité. Il n'est pas mesurable, pas plus que la citoyenneté, il est indéfini et pour ainsi dire illimité, donc égal pour tous les citoyens, qui tous peuvent consommer librement, sans autre borne que la nature des choses. Je simplifie. Il s'ensuit que la demande globale surpasse toujours l'offre, même quand celle-ci est à son maximum, et que le plein emploi est donc une situation inaltérable dans la cité. Voir la vidéo 8 sur le chômage. Ce qui nous amène à la question du travail et des entreprises. La carte civique est la garante de l'égalité. C'est elle qui permet aux citoyens de jouir de leurs droits. Mais avant d'en jouir, ils doivent les mériter. Ils doivent mériter la citoyenneté, notamment, comme je l'ai dit plus haut, en participant à la vie de la cité, selon ce qu'elle considère comme une participation. Et je dis bien participer, je ne dis pas travailler. Car le travail, dont il va être question ici, par rapport aux entreprises, est une forme de participation parmi d'autres, même si elle est la plus courante. Certains métiers relèvent de la participation et non du travail lorsqu'ils sont exercés dans le cadre de structures non marchandes, comme l'armée, la police, la magistrature, les administrations publiques, etc. Toutes les formes de participation, y compris le travail, doivent être définies et reconnues par la cité, d'où l'expression selon ce qu'elle considère comme une participation. Il n'appartient pas aux individus de proclamer qu'ils participent. C'est à la cité de le dire, d'après les critères qu'elle a fixés. Au mieux, les individus peuvent-ils proposer à la cité de reconnaître, sous certaines conditions, la forme de participation qu'ils désirent faire leur en tant que devoir. Mais c'est bien à la cité, qui garantit les droits du citoyen aux individus qui contribuent à sa santé et à sa prospérité, c'est bien à la cité, dis-je, qu'il appartient de trancher la question. Et ceci est autant valable pour les individus que pour les entreprises. D'où l'intérêt de la précision. Qu'est-ce donc une entreprise dans la cité? Une entreprise est d'abord un groupe de citoyens remplissant ensemble leur devoir de participer et constituant ainsi une personne morale ayant elle-même ce devoir. Autrement dit, une entreprise doit aussi participer à la vie de la cité selon ce qu'elle considère comme une participation. Et il va de soi que les attentes de la cité sont à la mesure du potentiel de l'entreprise, c'est-à-dire du nombre de citoyens qu'elle emploie, et dépendent également de la nature de ses activités. La cité attend tout simplement de chaque entreprise qu'elle remplisse la fonction qu'elle est censée remplir. Le point commun entre toutes les entreprises, quel que soit le nombre de leurs employés, de 1 jusqu'à des milliers, et leur domaine d'activité, est qu'elles produisent des biens et ou fournissent des services qui suscitent et ou répondent à une demande significative de la part de personnes physiques ou morales. En clair, une entreprise est caractérisée par le fait d'avoir des clients identifiables, contrairement aux services publics qui ne s'adressent à personne en particulier. Et la cité considère qu'elle a fait son devoir à partir du moment où elle a un certain nombre de clients sur une période donnée, généralement 1 an, voire lorsqu'elle a écoulé une certaine quantité de marchandises, information connue instantanément
grâce à l'usage des cartes civiques. Ce nombre de clients à atteindre et cette quantité de marchandises à écouler font partie des conventions de l'entreprise et ces conventions sont fixées par des commissions, soit au cas par cas, soit d'après des grilles standards. Et j'ouvre une parenthèse, de telles commissions existent dans tous les départements et sont composées de citoyens nationaux tirés au sort. Je n'entre pas plus avant dans ce sujet, auquel un chapitre du civisme est consacré, et auquel je consacrerai d'ailleurs une vidéo sur la distinction entre citoyenneté et nationalité. Je voulais juste faire remarquer que cité ne veut pas nécessairement dire État, et que l'État est en fait réduit au minimum dans la cité. Ces résultats conventionnels ne sont pas les résultats maximum que l'entreprise pourrait atteindre, compte tenu de son potentiel ou du nombre de ses employés, mais les résultats minimums qu'elle doit atteindre pour que la cité considère qu'elle satisfait une demande significative, qu'elle a fait son travail et que son existence a une utilité. Je précise qu'il s'agit de résultats de vente et non de production, car si la vente suppose une production appréciée, la production, elle, ne suppose pas la vente, et produire sans vendre revient à n'avoir rien produit. Ces résultats ne sont en fait qu'un repère, qu'un indicateur pour la cité. On pourrait dire que dès lors que l'entreprise atteint les 10 résultats, les cartes civiques de tous ses employés sont validées. En réalité, les cartes des citoyens sont valides dès qu'ils intègrent une entreprise, puisque l'existence de cette entreprise suppose qu'elle remplit son devoir, que tous ses employés remplissent donc eux aussi le leur. Ces derniers ne travaillent donc pas pour que leur carte soit validée, mais pour que leur entreprise atteigne ces résultats et ne s'expose pas à des sanctions. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur la retraite et le chômage, ces sanctions, pouvant aller jusqu'à la liquidation de l'entreprise, en cas de résultats négatifs répétés sur plusieurs années, ces sanctions sont infligées également à tous les employés et consistent généralement en temps négatif qui repousse d'autant le moment où les citoyens pourront prendre leur retraite. Puisqu'ils n'ont pas travaillé correctement, ils travailleront plus longtemps. Et j'ouvre une parenthèse, l'objet d'une sanction, quel que soit le domaine, est de dissuader de commettre un acte, de réparer si possible, de punir pour dissuader de récidiver, et dans les cas particulièrement graves, d'empêcher en effet toute récidive. Ici, le temps négatif vise surtout à dissuader et à réparer. Je ferme la parenthèse. Tout le monde est prévenu. Et cette menace de sanction collective, qui est le pendant de la validation collective des cartes ou de la reconnaissance collective des droits, suffit à déterminer les employés à se secouer, à s'investir, à se stimuler mutuellement, bref, à avoir le fameux esprit d'entreprise, équivalent du patriotisme au niveau de la société. Et si cela ne suffit pas à faire disparaître les bras cassés et les tire-au-flanc, l'entreprise a le droit de licencier comme bon lui semble, autant qu'elle est libre de recruter. En fait, les entreprises atteindront toujours leurs résultats conventionnels, à moins évidemment de s'être endormis sur leur laurier, de ne pas avoir su évoluer, innover, adapter ou simplement valoriser leurs produits. Le temps négatif, en guise de sanction, est en cela une première raison, la première raison pour laquelle les entreprises atteindront toujours leurs résultats. La deuxième tient au fait que les entreprises, comme les citoyens, disposeront d'un pouvoir d'achat quasi illimité et auront donc tous les moyens qu'il est possible d'avoir, si elles le désirent, pour répondre aux attentes de leurs clients, qui eux-mêmes ne seront plus arrêtés comme aujourd'hui par des considérations financières. Dans la cité, le facteur humain fera seul la différence. Les entreprises qui n'atteindront pas leurs résultats conventionnels ne pourront s'en prendre qu'à elles-mêmes, à leur mauvaise gestion, et seront doublement fautives et punissables. La cité ne fera d'exception que pour les entreprises victimes de catastrophes naturelles ou d'événements dramatiques, indépendants de leur volonté, qui suspendront pour un temps leurs conventions ou pour le moins amèneront la cité à les revoir à la baisse. Enfin, la troisième raison qui devrait éviter aux entreprises de s'endormir, c'est qu'elles seront en concurrence, et que pour gagner et surtout ne pas perdre de clients, qui pourront accéder au meilleur, elles devront leur offrir le meilleur, ou du moins faire de leur mieux pour ne pas être trop distancées, en matière de qualité, par leurs concurrentes. En somme, les entreprises ne pourront se contenter d'atteindre leurs résultats conventionnels. Elles devront en faire abstraction et ne viser que la satisfaction de leurs clients. On voit donc qu'il ne faut guère de notre côté attacher trop d'importance à ce concept, néanmoins nécessaire, de résultats conventionnels, qui n'exigeront, pour être établis, qu'un peu de bon sens. À ceux qui auraient l'impression que le civisme rappelle le communisme, parce que la cité garantira l'égalité et aura un œil sur les entreprises, je rappellerai tout d'abord qu'aucun régime communiste n'a jamais supprimé la monnaie, instauré l'égalité, garanti aux citoyens le libre accès au marché et la liberté d'entreprendre, sujet dont il sera question plus loin, reconnu aux entreprises les droits d'embaucher et de licencier librement, maintenu entre elles la concurrence,
et fait des ventes le critère suprême. En fait, le communisme a été beaucoup plus loin dans l'étatisme, le capitalisme n'a jamais été aussi loin dans le libéralisme. En réalité, le civisme, c'est du libéralisme sans capitalisme. Dans la cité, les entreprises ne sont ni publiques ni privées, mais les deux à la fois. Une entreprise, et ceci est également vrai aujourd'hui, a par définition une fonction publique ou sociale. Elle ne produit pas pour elle, pour ses employés, mais pour le marché. Elle existe pour servir les intérêts des citoyens, qui sont la cité. Elle emploie d'ailleurs des citoyens qui, en travaillant pour elle, pour l'entreprise, remplissent envers la cité leur devoir de participer. Et ce n'est pas d'elle que ces employés, en tant que citoyens, tiennent leurs droits, mais de la cité. Ce dernier point n'a aucun sens aujourd'hui, dans le système monétaire, puisque les employés tiennent leur salaire, donc l'essentiel de leurs droits, de l'entreprise qui les paie. Mais les deux premiers points, irréfragables, suffisent à démontrer que faire de l'entreprise un objet indépendant de la société, une propriété privée, est une aberration, une ineptie que seuls des hommes lobotomisés par l'argent peuvent accepter comme de juste. Mais c'est précisément parce que l'entreprise a une fonction sociale, parce qu'elle a des responsabilités devant la cité, qu'elle doit être libre de gérer son activité. Car celui qui obéit n'est pas responsable. La cité ne doit pas se mêler des affaires internes des entreprises, d'une part pour qu'elles puissent assumer seules leurs responsabilités, d'autre part parce que l'expérience a montré que l'économie dirigée est un désastre. Pour autant, la cité ne leur livre pas ses citoyens pour en faire des esclaves corvéables à merci, pas plus qu'elle ne leur permet de se jouer d'eux en tant que consommateurs. Je n'ai pas réussi à le caser, alors je le précise maintenant. Le présent schéma sera valable pour toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité et leur nombre d'employés, fût-il de 1. Certaines activités différeront cependant de ce schéma de base par le mode de validation des cartes que la nature de ces activités impliquera. Nous avons vu la validation parallèle, mais elle pourra aussi être différée ou encore temporaire. Et là, je vous renvoie à la théorie du civisme. Ainsi, toutes les activités contemporaines, autres que purement financières, perdureront moyennant une adaptation aux règles de la cité. Par ailleurs, le formidable pouvoir d'achat des citoyens permettra à beaucoup d'activités de se développer, il y a de nouvelles de voir le jour. Les activités qui aujourd'hui offrent des services gratuits grâce à des bénévoles et qui auront encore un objet, pourront devenir des activités professionnelles, c'est-à-dire des portes de la citoyenneté. Car les citoyens, en tant qu'usagers ou consommateurs, ne rechigneront pas à sortir leur carte civique comme ils peuvent le faire des cartes de crédit. Ils ne se diront plus « il faut encore que je casque », mais cela prouve qu'ils bossent. La cité pourra en quelque sorte faire payer pour tout, donc créer de l'emploi partout, car tous les citoyens auront les moyens, comme on dirait aujourd'hui. En revanche, les activités illégales ne rapporteront plus rien, si ce n'est de gros ennuis, et disparaîtront d'elles-mêmes en perdant leur raison d'être. Elles ne constitueront plus un fléau, et pourront être ignorées à moins d'être véritablement criminelles. Il en ira de même, de manière générale, pour les activités non reconnues ou pratiquées hors cadre professionnel. Toute activité personnelle pourra donner lieu à une forme de participation reconnue, voire à une entreprise individuelle. Je dis bien pourra. La condition pour passer de l'état d'amateur à celui de professionnel sera, comme toujours, de satisfaire des conditions, de répondre à une certaine demande et d'atteindre des résultats conventionnels préétablis sous peine de sanction. Ceux qui, pour X raison, ne pourront remplir ces conditions ou ne voudront être astreints à de telles conditions, pratiqueront l'activité en question en amateur et devront mériter la citoyenneté autrement, dans le cadre d'une autre activité. Ceux qui tenteront l'aventure sans être à la hauteur devront vite abandonner sous peine de sanction. Ne pourront être citoyens grâce à leur art, vivre de leur art, comme on disait au XVIIIe siècle, que les individus dont l'activité suscitera, à tort ou à raison, une demande significative, et qui voudront exercer cette activité de manière professionnelle. Et j'ouvre une parenthèse, remarquons que seul le marché, c'est-à-dire les citoyens en tant que consommateurs, donc la cité d'une certaine manière, sera juge de l'utilité d'une activité. La cité, en tant qu'institution, ne fera que prendre acte du jugement en constatant les résultats. Je ferme la parenthèse. La cité ne donnera rien. Elle ne décidera pas à la place des citoyens ce qu'ils devront avoir ou ce qu'ils devront faire. Pas plus qu'elle ne distribuera les biens, puisque c'est aux citoyens qu'il appartiendra de retirer du marché ce qu'ils désirent. Elle ne leur donnera ni ne leur imposera un travail. Elle fixera seulement les règles du jeu, les mêmes pour tous, à charge pour les citoyens de se trouver une place, d'en changer s'il ne leur plaît pas, et s'ils le peuvent, voire, pour les plus entreprenants, de créer leur emploi en montant une entreprise. La liberté d'entreprendre ne sera pas un slogan ou le privilège de quelques-uns dans la cité. Tous les citoyens en auront le droit et les moyens matériels qui manquent souvent aujourd'hui.
Bien sûr, tous les citoyens ne seront pas géniaux, mais rien n'empêchera plus les bonnes idées d'être exploitées. C'est ainsi que l'égalité libérera le génie de l'homme et portera la cité au summum de son potentiel. Concrètement, tous les citoyens auront le droit d'échouer 3 fois dans la création d'entreprises, afin que ceux qui ne réussissent pas du premier coup aient d'autres chances de faire valoir leur talent, et que ceux qui ne sont décidément pas faits pour cela cessent de se moquer du monde. Ceux qui, à l'inverse, réussiront dans toutes leurs entreprises n'auront pas de limite pour le plus grand intérêt de la cité. Comment procédera-t-on? Tout simplement, le citoyen qui aura un projet bien ficelé le présentera à une commission pour qu'elle fixe ses conventions, lui délivre diverses autorisations et lui fournisse une carte d'accès professionnelle. La commission ne jugera pas les projets, elle les acceptera tous, excepté bien sûr ceux dont l'objet sera illégal. La cité ne prendra pas le risque d'étouffer un bon projet. C'est le citoyen qui prendra les risques. Façon de parler, car il ne risquera pas grand-chose, sauf abus manifeste. Et c'est lui qui devra autant démontrer l'intérêt de son projet que se montrer digne de la confiance placée en lui. La cité ne perdra rien du reste en cas d'échec, tous les biens mobiliers et immobiliers seront saisis et remis sur le marché pour profiter à une autre entreprise. Sauf exception, un premier projet sera toujours modeste, quitte à être développé rapidement. Seuls les entrepreneurs éprouvés pourront proposer des projets d'envergure. La cité, ici au sens d'État, pourra elle aussi initier des projets, voire créer des entreprises qui seront cependant soumises au même régime que les autres. Convention, gestion privée. Certains pourraient se demander pourquoi des citoyens s'embêteront à créer des entreprises dans la mesure où ils n'auront rien à y gagner selon les considérations capitalistes. Mais précisément, les citoyens n'auront pas ce genre de considérations. Elles n'auront aucun sens. Toute fonction dans la cité assurera les mêmes droits, les droits du citoyen. Mais les citoyens ne seront pas des clones. Ils auront des envies, des goûts, des talents différents. Et il est dans la nature de certains hommes d'être créatifs, inventifs, entreprenants, indépendants, aventureux, etc. Ces hommes-là sont conduits par ce qu'ils ont en eux. Pourquoi se priveraient-ils de suivre leur voie si la cité aplanit devant eux tous les obstacles? Leur motivation sera d'ailleurs d'autant plus saine que justement ils n'auront rien de particulier à gagner si ce n'est assouvir leur nature et réaliser leurs rêves. Ceci étant, dans un système égalitaire, la plus haute récompense est la reconnaissance publique. Et la cité devra et saura reconnaître le mérite personnel. On peut imaginer que, sous certaines conditions, les citoyens qui auront particulièrement bien servi la cité, notamment dans le domaine économique, seront distingués par des cartes civiques particulières, reconnaissables par des couleurs, qui conféreront à leurs détenteurs non pas des droits nouveaux, mais la possibilité d'être prioritaires dans l'exercice de leurs droits. Par ailleurs, un créateur d'entreprise pourra y donner son nom, aura une voix prépondérante parmi celles de tous les employés, et pourra en léguer la direction à ses héritiers directs. Car la cité n'ignorera pas que la création, comme la procréation, est par nature une quête de perpétuation, pour ne pas dire d'immortalité. Et la cité, loin de vouloir briser ce ressort, le ménagera d'autant plus qu'il sera sans inconvénient. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'entreprise, de nuances à apporter, de points à soulever, mais cette vidéo serait sans fin. Je terminerai par 2 sujets complémentaires, la propriété des moyens de production et le cas particulier de ce que le civisme appelle les biens supports d'entreprise. Dans la cité, le débat sur la propriété des moyens de production, cher aux marxistes, n'a plus aucun sens, vu que les droits des citoyens ne dépendent ni de leur propriété personnelle, ni des propriétaires des moyens de production. En l'occurrence, les moyens de production, sols, locaux, machines, appartiennent aux entreprises en tant que personnes morales, tant que ces entreprises existent, donc tant qu'elles servent bien la cité. Ils appartiennent à tous leurs employés pris en masse et à aucun en particulier. Peu importe qui les a réunis, puisque qui que ce soit, il n'a pu le faire que grâce à la cité, en tant que membre de telle entreprise, pour le compte de cette entreprise, et au final, dans l'intérêt de la cité. En réalité, les biens d'une entreprise seront regardés comme des propriétés privées par les citoyens étrangers à cette entreprise, mais appartiendront toujours, en théorie, à la cité, qui ne mettra la théorie en pratique que dans des cas spécifiques. Le débat sur la propriété des moyens de production, c'est-à-dire contre la notion capitaliste de propriété privée ou personnelle de ces moyens, ne se conçoit que dans un système monétaire, de la part d'anticapitalistes autoproclamés, qui ne remettent pas en cause la monnaie et sa logique, et cherchent en vain à endiguer ses effets, qui critiquent le capitalisme en entrant dans le jeu des capitalistes. En fait, ces derniers ne luttent ni pour la société et l'égalité bien comprise, ni contre l'argent et la monnaie. Ils détournent l'attention des véritables questions, donc des véritables solutions, et contribuent ainsi à maintenir le système qu'ils dénoncent, mais qu'ils ne menacent pas fondamentalement. Ils sont, comme ils disent eux-mêmes, les idiots utiles du système. C'est ainsi dire que leurs arguments,
qui peuvent être pertinents par rapport au système, n'ont aucun intérêt d'un point de vue révolutionnaire. Certains biens peuvent être à eux seuls le principal support d'une entreprise, leur principal outil de travail. Je pense notamment aux autobus, aux bateaux, aux avions. Ces engins peuvent faire partie de la flotte d'une grande entreprise, mais ils peuvent aussi appartenir à une petite entreprise dont tout le personnel sert sur un seul de ces engins. Il va de soi que ces biens, nécessitant du personnel de bord, seront inaccessibles aux particuliers, car les particuliers ne pourront avoir de serviteurs. La domesticité n'existera pas dans la cité. Ces biens pourront être acquis à l'unité, neuf ou d'occasion, par les créateurs d'entreprises, de petites entreprises, par des entreprises déjà établies dans le domaine en question et cherchant à se développer, et aussi par des entreprises importantes dont l'activité sera sans rapport avec les services que ces biens peuvent rendre. Dans tous les cas, le personnel de bord fera partie de l'entreprise en question et sera pris en compte pour établir ses résultats conventionnels. Rien de plus normal dans les deux premiers cas. Mais une entreprise qui fera une telle acquisition sans raison valable, c'est-à-dire pour son confort et le plaisir de son personnel, devra soit compter un personnel innombrable, soit être très performante pour pouvoir se permettre d'embaucher des employés inutiles par rapport à son activité reconnue, mais contribuant à élever les exigences de la cité. Malgré tout, la chose sera possible et sans doute bien plus fréquente que l'on imagine. Car comme je l'ai dit, les véritables résultats des entreprises seront supérieurs aux résultats conventionnels, de sorte qu'elles auront une marge de sécurité qui leur autorisera ce genre d'extra. Bien sûr, dans les mauvaises passes, ces employés surnuméraires seront les premiers à être licenciés, pour faire baisser automatiquement les résultats conventionnels de l'entreprise, afin qu'ils soient plus en rapport avec son véritable potentiel humain. Et c'est là que l'on voit comment le droit de licencier sera aussi, pour les entreprises, un moyen de prévenir les sanctions, voire la liquidation. C'est là également que l'on comprend comment, dans la cité, les branches en déclin s'atrophieront naturellement, jusqu'à disparaître ou tout comme, au lieu d'être conservées artificiellement. Encore une fois, le civisme n'est pas du communisme. Je n'ai pas abordé la question des biens, produits et matières d'importation que les citoyens peuvent désirer et dont les entreprises ont souvent besoin. Ce n'est pas parce qu'importer sera impossible, mais tout simplement parce que les échanges internationaux seront le sujet de la prochaine vidéo.